Alors, le pétrole qui est toujours autour des 90 dollars le baril de Brent, le cuivre, indicateur avancé de la croissance mondiale qui est assez plus haut depuis quasiment 14 mois, et puis les métaux de la voiture électrique qui sont en plein crack. Pas facile pour le commun des mortels de comprendre les évolutions de certaines matières premières. Bonjour Benjamin. Bonjour David, Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest AM. Ça va? ça va bien et vous? Ouais, le pétrole, l'apaisement des tensions au Proche-Orient ces dernières heures a permis au pétrole de reperdre un petit peu de terrain. On est sous 90 dollars. Goldman Sachs nous dit que le pétrole restera sous les 100 dollars cette année. C'est votre conjecture? On ira d'abord à 100 ou à 80? Je suis assez d'accord avec Goldman Sachs sur ce sujet pour une raison relativement simple, David, c'est que effectivement on a des tensions qui justifient la hausse qu'on a pu connaître ces dernières semaines et ces derniers mois, hein. Il y a quand même eu un certain nombre d'attaques en mer Rouge. L'attaque sur le consulat iranien à Damas Oui, en le week-end Syrie. dernier a Mm. également rajouté de la tension. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'on est, pour faire le prix d'une matière première, sur un équilibre entre l'offre et la demande. Or, aujourd'hui, il y a quand même une réserve d'offres qui est importante, parce que je vous rappelle que les principaux pays de l'OPEP et les pays alignés, dont la Russie, ont réduit leur production, et qu'aujourd'hui, il y a donc une réserve de pétrole qui pourrait être remise sur le marché en cas de tension, qui est de plusieurs millions de barils. Et donc, ça fait qu'on a une chape de plomb sur le prix du pétrole qui fait que il peut monter sur des événements géopolitiques, mais cette hausse n'est pas réellement soutenable dans le temps, tant qu'on a cette réserve de capacité qui peut être remise sur le marché. Donc Qui est on chez est, qui, pardon? Qui est chez euh, qui les réserves? Elles sont chez qui? bah, c'est essentiellement l'Arabie Saoudite et la Russie qui sont les deux principaux pays à avoir coupé, hein. Je rappelle que l'Arabie Saoudite a coupé sa production de 2 millions de barils au total, voire un peu plus. Donc on a une réserve de capacité aujourd'hui qui est importante et qui fait que effectivement on peut voir le prix du pétrole monter, mais tant qu'on n'aura pas une reprise économique plus soutenue, on s'attend quand même à un prix du pétrole qui devrait rester, on va dire, quelque part entre 85 et 95 dollars, sauf à avoir bien évidemment un embrasement de la situation au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Là, ça serait une situation complètement différente parce qu'on pourrait avoir une perte de production qui serait importante. Et quel impact pour le coup? On sait qu'on ne parle que de ça, on parle que de politique monétaire, mais si on avait un pétrole qui restait aux alentours des 85-95 dollars le baril, c'est de nature ou pas à pousser la Fed, parce qu'on parle d'elle ou de la BCE, en tout cas la Fed, c'est de nature à repousser un petit peu. Est-ce que c'est compatible en tout cas avec plusieurs baisses de taux, côté Fed, côté BCE, d'avoir Alors, un pétrole qui reste sur la, ces niveaux-là? La hausse récente maintient une pression sur l'inflation, hein, puisque la hausse des prix du pétrole se diffuse partout, puisque le pétrole est le sang de l'économie et est utile pour à peu près tout ce que nous consommons. Donc ça va avoir un impact sur les chiffres de l'inflation, et ça l'a déjà eu du reste un petit peu. Donc ça peut retarder un petit peu la baisse de taux des banques centrales, et notamment de la Banque centrale américaine. Sur le plus long terme, si les prix devaient se stabiliser, le vrai problème pour les producteurs, c'est les variations de prix importantes. Une stabilisation des prix leur permet de travailler dans des conditions correctes et donc ça ne devrait pas gêner outre mesure la Banque centrale américaine et les autres banques centrales dans leur politique monétaire à partir du moment où on a une stabilisation des prix. Ce qui est toujours compliqué, c'est la volatilité de l'inflation et pas tellement l'inflation en elle-même si Mm. elle arrive à rester sur des niveaux relativement contenus et prévisibles. Donc Benjamin, pas d'inquiétude si je vous suis sur le pétrole a priori cette année, sauf Pour, pour l'instant, tant qu'on n'est pas revenu à un niveau d'activité mondiale plus important, pas d'inquiétude sur le pétrole. On a un déficit pour l'instant de production qui justifie la hausse. On a des inquiétudes géopolitiques. Mais si les prix du pétrole devaient trop monter, les pays de l'OPEP et les pays alignés dans l'OPEP+, ne pourraient faire autrement que de remettre du pétrole sur le marché au risque d'avoir une image extrêmement mauvaise vis-à-vis de leurs clients. autre matière première, il faut qu'on en parle, le cuivre, le métal rouge qui est aussi partout dans nos économies et qui est une sorte, est-ce qu'on dit, d'indicateur avancé de la conjoncture et de la croissance économique mondiale, qui était à un plus haut depuis 14 mois. On se dit quoi? On se dit que c'est une bonne nouvelle et puis pourquoi est-ce que le cuivre monte? Alors, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, on considère que c'est un bon indicateur de l'économie mondiale, mais pour nous, on l'appelait Dr Copper, on disait que le cuivre avait un PhD en économie et était capable de prédire un petit peu l'évolution de l'économie. C'est de moins en moins vrai.
Et c'est de moins en moins vrai pour un phénomène que certains analystes n'ont pas encore vu. Il y avait une discussion récemment sur les fonds systématiques qui interviennent sur ce marché, qui sont un peu perdus en ce moment. Parce que quand on regarde les indicateurs de l'économie, aujourd'hui, la demande de cuivre remonte, hein, puisque les ISM, notamment tous les indicateurs de directeurs d'achat et les indicateurs manufacturiers s'améliorent, mais pas de façon à justifier la hausse qu'on a. Ce qui change, David, c'est que Dr Copper n'est plus Dr Copper, Dr Copper est devenu Dr Green. C'est un indicateur avancé du développement des technologies bas carbone parce que le cuivre, c'est le couteau suisse des technologies bas carbone. Il vous en faut dans les éoliennes, il y a entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre dans une éolienne. Il vous en faut 4 fois plus dans une voiture électrique que dans une voiture thermique classique. Il vous en faut dans les panneaux solaires, il vous faut dans les chargeurs de batterie. Et donc tout ça génère une demande supplémentaire importante. C'est ce qui explique que l'année dernière, alors que les économies du monde étaient en ralentissement, la demande de cuivre a augmenté de 4% au niveau mondial. Pourquoi? Parce qu'on a accéléré énormément sur les énergies renouvelables. Et ça continue cette année. La Chine a encore accéléré cette année sur le développement du solaire et de l'éolien par rapport à l'année dernière, alors que les chiffres étaient déjà proprement bluffants. Et tout ça génère une hausse de la demande, alors même que les économies sont en train de repartir. Donc vous avez Dr Copper plus Dr Green, qui fait qu'on est probablement au début, on vient de faire un article chez Ophi Invest Asset Management sur le sujet, on est probablement au début d'une tendance très longue sur le cuivre et très positive qui pourrait l'emmener beaucoup plus haut que les cours actuels. C'est un des métaux critiques, on l'a compris, de la transition énergétique. Mais alors pourquoi est-ce que d'autres métaux critiques dégringolent, eux? Lithium, nickel, cobalt. Pourquoi c'est les Échos qui a parlé de crack. Ce crack sur les métaux de la voiture électrique. 80% de baisse depuis ces points hauts pour le lithium et le cobalt en quelques mois. Vous allez me dire c'est parce que Alors, les voitures électriques se vendent moins bien en Allemagne notamment, mais pas que. alors, c'est une des raisons, mais pas que. La principale raison en réalité pour ce qui est du lithium, David, c'est que on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. L'Agence internationale à l'énergie, qui est un organisme qui conseille les pays de l'OCDE dans leur politique énergétique, estime que dans le monde, en moyenne, il faut 17 ans pour construire une mine. Donc c'est très long. Sauf que pour le lithium, il y a une grosse partie du lithium qui se produit dans des salars, donc des étendues de sel qui sont des endroits où la mer était présente avant, et donc il est resté une couche de sel. On a beaucoup ça en Amérique du Sud, dans ce qu'on appelle le triangle du lithium, c'est l'Argentine, la Bolivie et le Chili. Et dans ces endroits-là, pour extraire le lithium, on lave ce sel. Et donc ça prend beaucoup moins longtemps que de construire une mine, ça prend entre 4 et 5 ans. Donc pour dire les choses de façon rapide, les producteurs de lithium ont été beaucoup plus prompts à développer la production de lithium que les constructeurs automobiles à développer la voiture électrique. Et donc à court terme, même si on sait qu'à moyen terme, on aura une sous-production de lithium et qu'on manquera de lithium, à court terme, on a trop de lithium. Et on en a déjà parlé aussi, c'est le syndrome de la tomate. Le prix d'une matière première, il se fait de façon instantanée en fonction de l'équilibre entre la demande à un moment donné. Et aujourd'hui, Donc eh bien, c'est il y une a trop de lithium par opportunité. rapport aux besoins. Donc c'est une opportunité de ouf. Pardon, si le Alors, lithium a perdu 80% de sa valeur en quelques mois. Non, parce que le lithium, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas un des métaux qui va être le plus stressé dans la transition énergétique. Deux choses. D'abord, ces développements se font beaucoup plus rapidement que dans les autres métaux. Donc, par exemple, la tension qu'on connaît sur le cuivre aujourd'hui, pour la résoudre, il faut très longtemps, parce que développer une mine de cuivre, ça prend très longtemps. Donc, on va avoir une vraie tension sur le prix du cuivre qui est durable. Sur le lithium, s'il devait y avoir une remontée des prix, eh bien, on pourrait rapidement remettre des gisements en production. Donc cette tension durerait moins longtemps. Et puis surtout, si on regarde sur le plus long terme, si vous regardez par exemple les travaux d'Emmanuel H, avec qui on a coécrit un livre sur ces sujets, et qui travaille à l'IFP Énergie Nouvelle, il a fait un modèle et il estime que sur le lithium, on n'a pas de tension en termes de disponibilité par rapport à nos besoins à un horizon long, alors que sur le cuivre, les conclusions auxquelles il arrive dans ces modèles, c'est qu'à horizon 2050, on pourrait avoir consommé 90% des ressources de cuivre actuellement identifiées sur la planète. Donc, on ne manquera pas de cuivre, mais la situation sera beaucoup plus tendue sur le cuivre que sur le lithium. Et donc, moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à avoir une préférence sur le lithium, sur le cuivre Cuivre. par rapport au lithium, pardon. Donc voilà, donc le potentiel, si on devait choisir une matière première parmi toutes celles qu'on a évoquées, celle qui a le plus de potentiel, ça reste le cuivre. Bah, il y en a beaucoup. Nous, chez Ophi Invest AM, on aime beaucoup le cuivre, évidemment. L'aluminium également, qui est sous tension parce que côté production, c'est extrêmement compliqué et qu'on en a besoin aussi pour la transition énergétique.
L'argent a énormément de potentiel. Il est en train d'accélérer très fort. Et puis l'or, on n'a pas parlé de l'or, David, mais l'or a également un gros potentiel parce qu'aujourd'hui, la hausse est essentiellement nourrie par les pays asiatiques. Quand on regarde les détentions des ETF en Europe et en Occident, elles n'ont pas du tout progressé. On attend les baisses de taux, je pense, qui pourraient constituer un nouveau On est déjà à moteur de hausse 2300. pour On est l'or. déjà à 2300 $. L'once, il y a encore du potentiel, là, vraiment? On n'est pas loin de 2400, David. On n'est Oh pas là, loin des 2400. On est à déjà? 2380 $. Ça ne cesse de monter. Ouais. Et oui, il y a encore du potentiel parce que, encore une fois, regardez les détentions d'ETF dans les pays occidentaux. Elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas progressé. Elles sont restées atones pour l'instant. Je pense qu'une fois que les banques centrales auront commencé à baisser leurs taux, on devrait voir les clients occidentaux revenir sur ce marché et potentiellement une nouvelle vague d'accélération sur le cours de l'or. Bon, d'ici là, on se sera reparlé. Merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest AM. Merci, salut. Merci.